Là, ça marche mieux. Bonjour à tous. Bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, je sais. Alors, je vais pas répondre aux questions tout de suite. Enfin, quoi que si, je vais répondre. Oui, les vidéos sont toujours en cours de montage. Oui, on va continuer Plutonia. Non, ça n'ira pas forcément plus vite. Et oui, on en reparlera un peu plus sur la chaîne principale plus tard. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bonjour Lucie, bonjour Arthur, bonjour Gromat. Aujourd'hui, on va pas jouer. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo. On va faire une vidéo React en fait, c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et en fait c'est une vidéo d'une chaîne YouTube. La chaîne YouTube c'est Toujours Thomas. Et pourquoi on fait un live sur cette vidéo? Eh ben, donc déjà il faut savoir que c'est la chaîne de Toujours Thomas qui fait, donc apparemment c'est une chaîne que je ne connais pas, mais visiblement c'est une bonne chaîne YouTube d'après les retours que j'ai eu sur le Discord. Mais là récemment il a sorti une vidéo sur Doom et ça a fait tilter quelques personnes sur le Discord. Et du coup, quand on en a parlé un petit peu avec les gens, et ben du coup, quand on m'a sorti un petit peu les expressions, les termes qui étaient employés, ça m'a fait tilter aussi. Du coup, il y a ce bon vieux Arthur qui a eu une idée, celle de faire une React sur Twitch. Et j'ai jamais fait ça, donc comme j'ai dit, et du coup j'ai trouvé que l'idée était intéressante. Je vais pas commencer à casser la vidéo, le but c'est vraiment de prendre chaque élément et essayer de les recontextualiser, Et surtout, quand il y a des choses de bien, je dirais que c'est bien, et quand il y a des choses qui sont pas bien, j'essayerai avec les connaissances que j'ai, qui sont pas absolues évidemment, de refaire un peu le point. La VOD, je vais pas mettre tout le live parce que je vais pas commencer à diffuser la vidéo de quelqu'un d'autre à mon compte. Déjà ça se fait pas, c'est totalement irrespectueux, donc à mon avis je la couperai au moment où je fais des réactions. On va commencer ça. Donc c'est une vidéo de Toujours Thomas sur Doom. Mesdames et messieurs, c'est parti. Non seulement par l'imagerie démoniaque de la série et sa bande-son agressive, C'est bien monté. bien sûr, mais aussi par les sensations. Très bien monté. Une expérience. Ah, c'est grandiloquent, c'est boursouflé, tout le monde fait pareil. Il y a beaucoup de choses qui me fascinent à propos de cette série. Et J'ai fait pareil aussi, je jette pas la pierre. Quand en 2016 sort un nouveau jeu sobrement intitulé Doom et ayant pour ambition de moderniser ce qui est probablement le jeu le plus culte et influent des années 90, il y avait de quoi douter. On commence à connaître l'industrie du jeu vidéo, ce genre de projet se déroule rarement. Alors déjà, premier truc, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au niveau de la pression que les développeurs ont eu sur la gueule était terrible, et on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Doom 4, justement. Quand Doom 2016 revenait vraiment de très très loin et où ils ont failli prendre le train du FPS qui marchait à l'époque. C'était un FPS qui était très tiré. On pense beaucoup à Call of Duty, mais c'est une évolution un peu plus linéaire. Et ils ont failli le prendre. Et là, ils ont fait volte-face. Et c'est la meilleure idée qu'ils ont eue. On considère généralement que le tout premier FPS c'est Maze War, sorti sur Xerox Alto en 1974. Mais le genre comme on le considère aujourd'hui sera vraiment inventé par un certain Wolfenstein 3D. Aïe, voilà, oui, voilà, c'est la première coquille. Je ne veux pas remettre la faute sur Toujours Thomas, parce que beaucoup de gens disent la même chose. Tu prends toujours les mêmes références, la vue subjective arrive avec Maze War, et le premier FPS c'est Wolfenstein 3D. Non, c'est pas Wolfenstein 3D. En fait, c'est simple. Le FPS depuis Maze War, il y a eu une évolution assez progressive sur le coup, et il y a eu une trouzaine de jeux qui ont utilisé la vue subjective. Alors, on peut en citer quelques-uns, on peut prendre Battlezone sur Atari, il y a une version en 1980, il y a une version en 1983 sur Atari. Et à partir du moment où tu as un flingue et que tu es en vue subjective, et que tu tires sur des trucs, logiquement, on peut appeler ça un FPS, First Person Shooter, voilà, c'est dedans. Il y en a eu plein qui sont arrivés par la suite. En 1987, on a eu Driller, en 1990, on a eu Corporation. Et alors, rien que Ultima Underworld, alors je sais, c'est un dungeon crawler, je sais, 1992, donc 92, même année que Wolfenstein 3D. C'était une vue subjective. Voilà, et même les premières productions d'id Software, en fait, j'y pense maintenant, Catacombe 3D, depuis Maze War, et encore, je ne sais même pas si je peux le compter, jusqu'à Wolfenstein 3D, tu es dans une ère du proto-FPS. C'est Doom qui le crée, finalement. C'est Doom qui amène tout. Je ne peux vraiment pas lui jeter la pierre, parce que beaucoup de gens disent la même chose. C'est Maze War, Wolfenstein 3D, alors que Wolfenstein, c'était juste l'aboutissement des proto-FPS. Le gap d'évolution qui est entre lui et Doom est absolument monstrueux. C'est absolument monstrueux. On en reparlera sur une autre vidéo un jour. Sans être sûr, il faudra peut-être me corriger là-dessus, je pense que le terme FPS est arrivé un peu après Quake. C'est vrai qu'au début, le terme Doom-like était beaucoup plus employé.
Dans sa version d'origine, sur MS-DOS, tout se contrôle au clavier. Les FPS... Deuxième coquille, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Doom se contrôlait au clavier, mais tu pouvais le contrôler à la souris dès le début. Tu pouvais vraiment le contrôler à la souris dès le début. Par contre, c'était la configuration de Doom telle qu'elle était ne te permettait pas forcément de jouer à la souris juste en le lançant sur DOS, etc. Tu devais ouvrir un petit fichier, setup.exe, qui était vraiment paramétrable, et là, tu avais tout à fait la possibilité d'utiliser la souris et même d'utiliser le joystick. Les démos qui ont été faites quand on ouvre, par exemple, Doom, on a des démos qui apparaissent, qui ont été faites par Romero et Carmack. Je ne sais plus qui les a faites exactement, je pense que c'est Romero. Mais ces démos ont été faites à la souris. Tu pouvais jouer à la souris via Doom. Là aussi, je ne vais pas lui jeter la pierre parce que beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens. Si vous voulez faire des pas de côté, il faut faire une combinaison de touches. Alt plus droite pour aller vers la droite, ou Alt plus gauche pour aller vers la gauche. Là aussi, setup.exe, tu pouvais parfaitement paramétrer des touches pour straffer. C'était possible. C'était possible et ça a très vite été fait. C'était pas limité comme ça. Donc là pareil, je suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est réel, le strafe n'était pas encore dans les mœurs. Probablement, ouais. C'est très probable. Par contre, tu pouvais le faire sur Doom, sans problème. Tu pouvais paramétrer ton WASD sans problème. C'était déjà faisable, même facilement. Tu avais juste un petit fichier setup à ouvrir. Les murs sont projetés avec un effet de perspective, et les divers objets et personnages sont des sprites en 2D projetés dans les décors. Et mine de rien, juste comme ça, un nouveau genre était né. On a une arme en plein milieu de l'écran, on la pointe vers des monstres, on appuie sur la gâchette, et on révolutionne à jamais le monde. Bon point pour lui, il n'a pas cité Raycasting. Une erreur que moi j'ai faite au début de ma chaîne. Et qui est toujours sur la chaîne d'ailleurs. Si plusieurs ennemis dans les jeux d'origine possèdent des armes hitscan, c'est-à-dire que les balles vous touchent instantanément, le vrai danger provient des projectiles. Plusieurs démons, comme par exemple les diablotins, oui, ce sont eux. Là-haut non plus, c'est pas de sa faute. Diablotin. Diablotin, par pitié, non. Non, ne dites pas diablotin, ce sont des imps, t'as 3 lettres. Pas lui en vouloir, c'est dans le manuel. Les hitscanners moins dangereux que les imps, ça m'a fait tiquer, perso. Revenir sur un truc, et là je pense que la plupart de ceux qui performent Doom seront d'accord, Doom a cette façon d'amener les hitscanners dans son game design de façon extrêmement spectaculaire, en fait. Ils arrivent à amener la logique du hitscan dans un jeu de tir rapide et de conserver le momentum. Duke Nukem 3D est beaucoup plus lent que Doom parce que les hitscanners qui forment Duke Nukem 3D, je pense au Pork of Leak, je pense à l'Enforcer aussi, ce sont des petits détails qui font que ça marche moins bien, comme une résistance plus élevée, une tendance à moins broncher, etc. Ce qui induit ce que les équipes d'id Software appellent la Doom Dance. Sympa la valse. Les ennemis comme une mitrailleuse et le canon Gauss qui ralentissent nos mouvements mais permettent de faire de gros dégâts. Le canon Gauss dans Doom 2016 qui est juste complètement fumé. Hein. Dès que tu trouves tous les secrets dans le jeu, dès que tu as toutes les améliorations, cette arme, elle te ponce le jeu, quoi. Effectuer un glory kill fera apparaître du soin et tuer un démon à la tronçonneuse fera apparaître des munitions. Doom devient donc un jeu de gestion. Nos vies et nos... Ok, Doom devient donc un jeu de gestion. Eh ben moi je vais être d'accord avec lui sur le coup. Mais pas de la gestion comme on l'entend. On n'est pas en train de jouer à Rimworld. Hein. Il y a une partie gestion dans le jeu, dans le sens où ton cerveau doit être focus sur les ressources que tu dois farmer. Mais Doom 2016 était encore très succinct à ce niveau-là. Hein. C'était pas encore assumé à 100%. Et c'est là où Doom Eternal va arriver et où il va tuer le game. Cet aspect de gestion dans le FPS, on va le retrouver notamment dans tout un pan de ces nouveaux fast FPS entre guillemets qui vont arriver post-2017. Hein. Je pense à Ultra Kill, Turbo Overkill, Dread Templar et plus récemment Papercut. Sont vraiment des jeux qui vont axer leur gameplay sur le farming de ressources en combat, de quoi j'ai besoin à tel moment. Et c'est très bien fait. Et il faudra donc rapidement en faire notre priorité. Et cette notion de priorité, c'est le dernier et peut-être principal pilier des combats de ce jeu. Très bien dit ça, très bien dit. C'est tout à fait l'ADN de Doom depuis le tout début. Hein. Dès qu'ils ont commencé à faire des maps qui étaient un peu plus travaillées et qu'ils ont commencé à exploiter le game design des OG Doom, et je pense surtout au WAD communautaire, hein, forcément, ça a été vraiment axé là-dessus, quoi. Ah, Sabat qui est là, laissez vivre un démon, phrase jamais dite par un joueur de Doom. J'arrête pas de la dire dans ma tête.
Les invocateurs, par exemple, font apparaître des ennemis supplémentaires, et en plus de ça, ils attaquent à distance. Avec Invocateur, triple rocket, c'est fini. Du moment qu'on est attentif, mais très douloureuse si on C'est regarde la définition d'une priorité, en fait. En plus de ça, ils ont pour fâcheuse tendance de se téléporter. Ce niveau est gigantesque, et j'ai passé facilement 15 minutes à en faire le tour parce que j'avais raté un objet clé. Attends, c'est nous qui sommes trop vieux là en fait, parce que le Doom 2016, je le trouve super segmenté. Il y a des niveaux un peu plus ouverts comme la fonderie, il a dit, le niveau juste avant où tu as des secrets qui s'emboîtent, mais non, le jeu est hyper segmenté. Et la fonderie, il est pas gigantesque, il est pas labyrinthique du tout, enfin... Voilà quoi. Donc certes, les anciens Doom nous demandaient de tirer sur des ennemis, mais ils étaient surtout construits comme de petits labyrinthes dans lesquels il fallait trouver notre chemin, des secrets, résoudre... Je suis pas franchement d'accord avec le terme labyrinthe. Après, ouais, ça peut se tenir. Catacombe, ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Doom 2, mais je me souviens pas avoir galéré dans ce niveau, en tout cas pas en termes de navigation. Mais quand tu me parles de labyrinthe et de FPS, le premier exemple qui me vient, c'est Wolfenstein 3D. C'est littéralement ça. Littéralement. Et alors Arthur qui dit en vrai, quand il le dit comme ça, on dirait un casse-tête de fou, alors que quand on le joue, c'est tranquille. Ouais, clairement. Je suis pas d'accord avec le terme pour Doom, en fait. Je suis pas d'accord. Tu as des moments labyrinthes dans Doom. Tu as des moments labyrinthiques. Allez, on va prendre un exemple du premier Doom, Command Control, map 4. Tu as un moment avec un labyrinthe dedans. Plus ou moins. Tu en sors assez vite. Doom avait cette particularité par rapport à Wolfenstein 3D d'avoir un level design qui permettait de faire beaucoup plus de choses. Et pour le coup, ça, Doom Eternal ne s'en encombre pas à la moindre seconde. C'était... Gros défaut de Doom Eternal, c'est segmenté à crever, c'est chiant. c'est beaucoup trop segmenté. Doom 2016, c'était juste ce qu'il fallait. Et parfois, ça l'était un petit peu trop, mais là... Porte, arène, phase de plateforme à la con, couloir, arène, porte. Dusk, le jeu de David Simonski, c'est l'exemple type du jeu qui reprend un design old school dans le développement. Donc c'est très simple, les maps sont très simples, c'est clé, porte, bouton, clé. Mais qu'est-ce que c'est agréable, c'est super facile à comprendre, c'est instinctif, c'est intuitif. J'ai jamais compris pourquoi il y avait cette logique dans beaucoup, malheureusement, trop de AAA qui ne sont pas des mondes ouverts, de te foutre un putain de couloir, arène. C'est chiant, en fait. C'est chiant, tu t'appropries pas le niveau. Allez, c'est pas comme s'il n'y avait pas aujourd'hui des jeux qui te poussaient un minimum à utiliser ton sens de l'orientation, quoi. Mais c'est quand même bizarre qu'on ait des AAA avec des open world géants alors que les nouveaux joueurs de FPS galèrent si t'as un level design à la Serious Sam. Mais après, les open world, c'est encore autre chose, hein. Tu vas avoir une map gigantesque avec des points clés, des points d'intérêt, etc. Ou alors t'as ceux qui le font très bien, comme Nintendo, qui vont te faire des repères visuels, etc. Chose que Romero savait très bien faire dans le premier Doom, d'ailleurs. Il savait très très bien le faire. Sandy Peterson, un petit peu moins, mais il gérait sur d'autres aspects. Mais c'est vrai que beaucoup d'FPS qui sont sortis post-2000, post-2010, c'était tous axés sur suis la route, frérot, te pose pas de questions. Post-Half-Life, je dirais, c'est exactement ça. Merci. Exactement, c'est vraiment post-Half-Life. Half-Life qui, lui, proposait encore des niveaux qui étaient relativement ouverts. Je veux dire, c'était relativement linéaire. Enfin, c'était linéaire, la progression, j'entends bien. Mais tu n'étais pas enfermé dans un couloir en permanence. Je précise vite fait une chose, en dehors du level design de Doom Eternal que je trouve chiant, je trouve que les arènes sont bien faites et que globalement le jeu est excellent, hein. Le jeu se joue tout seul, il est incroyable. La dynamique de combat, la gestion des ressources in-fight, etc. sont vraiment exceptionnelles. C'est un jeu exceptionnel, réellement. Le jeu a même l'intelligence de placer leur symbole en plein milieu de l'ATH. Il est possible de savoir quand notre équipement est rechargé sans même quitter le viseur des yeux. Et croyez-moi, ça deviendra rapidement essentiel. Ouais, clairement, là je suis entièrement d'accord avec Thomas, hein. On avait parfois reproché à Doom Eternal d'avoir une esthétique un peu cartoon avec des couleurs flashy, etc. Mais pour la lisibilité de l'action, t'es vraiment obligé de faire ça. Et ils l'ont vraiment bien fait. Et très vite, quand tu as des gros pics dans Doom Eternal, et particulièrement dans The Ancient God partie 1, tu es obligé d'avoir ça tellement tu as des informations dans tous les sens. D'une certaine manière, l'expérience Eternal me rappelle Resident Evil 4. Ce gameplay est si intense, si stressant, qu'il ressemble parfois à celui d'un jeu d'horreur. Non. La raison à ça, c'est probablement que la dernière fois qu'ils s'y sont essayés, ça a donné Rage, qui est clairement leur plus gros flop.
Un jour, peut-être, je streamerai Rage, mais en fait, c'est vrai ce qu'il dit, le Rage est pas ouf. Même à l'époque, quand il est sorti, il était pas ouf. À ce moment-là, je venais de terminer Fallout New Vegas, donc j'étais en plein dans un délire post-apo à la Fallout. Et New Vegas, qui est un pinacle du RPG à l'occidental. Et j'avais essayé Rage, je me suis dit, oh, c'est id Software qui l'ont fait, trop bien. En plus, ils ont incorporé des mécaniques RPG, etc. Putain, mais c'était vraiment pas ouf. Par contre, une chose que Carmack a fait sur Rage, c'est qu'il a énormément innové parce qu'il a ramené avec ce jeu le principe de la méga texture. Et ça aussi, ça a fait un flop dans l'industrie. Ouais, c'est un FPS moderne, quoi. Moderne. C'est un FPS tiré de la grande tradition post-Half-Life, Halo, Call of, quoi. Avec un monde ouvert en plus. Dans Call of Duty, notre santé se régénère doucement. Si c'est de la merde. Blessé, il faudra se cacher. C'est de la grosse merde, voilà. Dans Call of Duty, non, je ne suis pas objectif, je déteste ce genre de jeu. Lucie qui dit attends, je respire pour me regen, mais c'est tout à fait ça, mais c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Il y a une vague de FPS qui était pseudo-réaliste, je dis bien, au niveau gameplay, mais qu'est-ce que c'est pérave, quoi. En fait, ça te pousse sans arrêt à l'immobilisme. J'ai jamais compris ce système, je le trouve vraiment dégueulasse, quoi. Regen de shield et de vie, c'est pas la même chose, je suis d'accord avec toi. Et encore, la regen de vie peut avoir un sens dans certains FPS, je pense aux Borderlands qui sont purement des hack and slash où tu vas jouer sur tes stats, etc. Allez, pourquoi pas, parce que tu fais un peu ton build comme tu veux ou quoi qu'est-ce, quoi. Pendant qu'on y est, juste regardez votre écran 5 minutes et ne vous plaignez plus jamais des graphismes d'un jeu. Alors, là, on a des images de Hexen, si je me trompe pas. En vrai, quand tu le transposes sur des ports sources récents, franchement, ça va. Hein. C'est Doom, Hexen, Heretic, c'est plutôt joli. Hein. C'est juste que c'est rétro, oui, mais ça reste joli. Hein. Voilà, oui, je suis d'accord. Hexen, il est pas moche. Vous venez. Un jour, on parlera de Doom 3 plus concrètement. Il y a des tas de choses à défendre dans ce jeu. Voilà. Comme Lucie, graphiquement, Doom 3, il mettait des claques à l'époque. Et les jeux de lumière étaient vraiment superbes. Et Doom 3 se présente donc sans aucune honte comme un survival horror. Vite fait le survival, hein. Vite fait. Pour moi, c'est juste une espèce de... je vais pas être gentil, mais de clone de Half-Life, hein, de tentative de clone de Half-Life. Évidemment, il y a une influence Doom qui est là. Hein. Tu n'as pas beaucoup de pétoires comme Half-Life, tu n'as pas le scénario, clairement. Survival, tout déborde de munitions et d'armure. Alors... Dans la BFG, il y avait un gros problème d'équilibrage à ce niveau-là parce qu'ils ont rajouté quelques ennemis et beaucoup trop de munitions, ce qui fait que l'équilibre du jeu était pété. Donc finalement, tu regorgeais de munitions. Dans la version de base, c'est un peu mieux, on dira. Mais c'est toujours pas vraiment un survival horror. Hein. Tu comptes pas vraiment tes cartouches, quoi. Lucie qui dit Fear, très bon jeu, Fear. C'est pas non plus très survival, hein, Fear. Hein. En même temps, j'avais 10 ans, mais aujourd'hui encore, je trouve son ambiance absolument dingue. Le gameplay ? Grande qualité de Doom 3, c'est son ambiance. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Son gameplay, il est pas ouf. Ce virage vers l'horreur, il ne s'est pas fait du jour au lendemain. Doom 64 commençait déjà un peu à tirer dans cette direction. L'horreur dans Doom, elle date du premier épisode. Enfin, du premier épisode. The Shore of Hell. Où il y a deux maps, les fameuses maps Deimos Lab et All of the Damned. Qui ont pris une direction très très horreur. Et même déjà dans le premier, on peut penser à Phobos Lab justement. Donc Doom 64, on a tendance à le mettre un petit peu comme étant le jeu horreur de Doom, mais l'horreur c'est un segment que Doom a exploité dès le début. Il faut comprendre que l'innovation qu'il y avait derrière, où à ce moment-là on commençait déjà à jouer sur les lumières, on commençait à jouer sur les sons, etc., sur la spatialisation des sons, forcément id Software et la plupart des développeurs de Doom, ils les ont utilisés pour faire des moments qui étaient horrifiques. En fait, Quake, c'est vraiment le chaînon manquant entre Doom 64 et le reboot de 2016, ne serait-ce le chaînon manquant que par le passage à la full 3D, avec la possibilité de regarder vers le haut et le bas, l'ajout d'un saut et surtout d'une roue des armes, sans bien évidemment parler du feeling. Les sensations de... Quake 1997, Doom 2016 forcément, il y a presque 20 ans entre les deux. Doom 2016 est allé prendre des éléments, notamment à travers les améliorations du personnage, à travers les différentes mécaniques de gestion de ressources. Il y a tout un héritage derrière qui se confirme. Tu peux même en retrouver chez Rage, donc ça n'a pas de sens. Avec notamment l'ajout d'un bouclier. Ce bouclier, il est donc en permanence à l'écran dans notre main gauche, et il sera particulièrement versatile. S'il peut bien sûr... Trop versatile. Beaucoup trop versatile. Il est difficile de ne pas voir l'influence des Soulsborne sur cet épisode. Oh non
Doom, Dark Souls, c'est l'opposé. Les deux jeux, c'est l'opposé. Oubliez vos références à la con avec les Dark Souls. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver de Souls dans Doom ? Allez, je pense à Sunlust, un WAD communautaire. L'écrasement par l'architecture, oui. C'était souvent une logique qu'on retrouve, en tout cas que j'avais beaucoup vu dans Elden Ring, très très bon jeu d'ailleurs. Et dans le premier Dark Souls, c'était une architecture qui était écrasante et qui te faisait sentir mais ridicule et qui avait un impact psychologique sur ta personne. Sunlust de Doom Ribix faisait exactement pareil en 2015, donc bien avant Elden Ring, ça marchait de fou. En dehors de ça, c'est quoi le rapport ? Putain, c'est quoi le rapport ? On dirait que t'es obligé de sortir ton petit « Ah, regarde, j'ai cité un Soulsborne, c'est bon, c'est validé !» C'est pas du tout le même game design. Dark Souls, au bout d'un moment, ça me fait chier. J'aime pas le rythme de ces jeux. Il y a aucune sensation dans ces jeux, je trouve. C'est pas du tout la même chose. Ça s'adresse à un autre public. Il n'y a pas une map 30 avec 8 milliards de Lost Souls et de Pain Elemental dans Dark Souls. Ah si, oui, probablement le prochain épisode, ouais. C'est vrai qu'à un moment, j'avais entendu ça. Quand Doom Eternal était sorti, il était connu. Doom Eternal, il est connu pour pas être un jeu facile du tout. Il y a une pression mentale et une pression même physique sur toi dans ce jeu qui est assez permanente. Et beaucoup ont utilisé le terme « Ah, c'est le Dark Souls des FPS, Doom Eternal ». Parce que c'était difficile, juste parce que c'était exigeant, difficile, quoi qu'est-ce. Pour résoudre des énigmes et de la plateforme, le rapprochant finalement plus de la hache Léviathan de God of War, qui lui-même était inspiré des Soulsborne, mon argument tient toujours. Est-ce que quelqu'un qui a joué à God of War peut me confirmer ça ? Coups de poing qui sont d'ailleurs limités, ce qui est assez déconcertant. Les seuls coups de poing gratuits que nous offre le jeu seront sur les ennemis. Dans Doom Eternal, les coups de poing sont limités énormément aussi. Faut préciser qu'ils ont fait un peu rentrer la mécanique de la frappe sanglante au forceps. Ça veut dire que si tu n'as pas de frappe sanglante qui est activée, tu peux taper au poing sur le premier zombard qui vient, il mourra jamais. C'est pas ouf d'ailleurs. Ou encore avec cette arme qui est incroyablement cool et qui broie des crânes pour envoyer des projectiles sur une large zone horizontale. Un truc que Dark Aegis a vraiment foiré, c'était il y avait plus de synergie entre les armes, plus aucune. L'arme dont il parle qui est vachement cool comme il dit, ouais c'est bien beau sur le papier sauf que je m'en sers jamais. Et le but d'un FPS comme ça, qui a un game design bien cadré, c'est justement de créer cette synergie. Ça existe dans les OG Doom, ça existe très bien dans Doom Eternal aussi. Dans Dark Aegis, ça a foiré cet aspect-là et c'est assez frustrant. Et le bouclier, la trop grande polyvalence du bouclier en est grandement responsable. Et au-delà de son emphase sur de grands niveaux ouverts que l'on peut explorer librement et effectuer dans n'importe quel ordre, de ces sections de combat en mécanique. Ouais, vite fait, hein. Vite fait les niveaux ouverts. Hein. Et quand ils le sont, c'est pas ouf. La série est finalement, comme le heavy metal, profondément intemporelle. Ça, je peux pas lui enlever que clairement c'est intemporel. Sur ce plan-là, même si Dark Aegis est pas toujours ouf sur pas mal de points, ça reste un bon jeu, hein. Ça reste un jeu très correct. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ok, c'est terminé. Vous a plu. Il y a plein de trucs où je peux pas lui jeter la pierre. Le coup de Wolfenstein 3 des premiers FPS, blablabla, le coup ça ne se joue pas à la souris les premiers. Enfin, ça, je peux vraiment pas lui jeter la pierre parce que beaucoup d'autres l'ont fait. Beaucoup d'autres l'ont fait. Ceux qui sont sur le Discord, etc., ils savent qu'on joue à ce jeu depuis longtemps et que on est passionné par les FPS les FPS old school et qui sont un peu nerveux, tu vois. Et qu'on ponce beaucoup de jeux, et dans le revival notamment, on ponce beaucoup, donc on a d'autres références. Et là, j'ai l'impression qu'il a voulu traiter un sujet qu'il ne maîtrisait pas toujours, à mon avis. Mais en vrai, c'est pour ça aussi que je prends aussi beaucoup de temps à faire les vidéos sur la chaîne de Panzi, parce que quand je parle d'un truc, je veux être exhaustif au max. Je dis pas que je suis un exemple, loin de là. Mais là, je regrette un petit peu qu'on parle de Doom et qu'on n'aille pas au fond des choses. Ça crée des erreurs parfois, comme ça. Et... Dusk qui nous dit Feldup étant l'un des rares je sais pas comment prononcer, étant des rares à avoir fait un excellent taf à ce sujet. Oui, la vidéo sur Maya où c'était vraiment très très bien. Vraiment, il a battu un sacré boulot, il a très très bien fait le taf. Il y a juste un truc avec lequel je n'étais pas d'accord, mais encore une fois, ça je pense qu'il faut creuser la scène du mapping pour s'en rendre compte. C'est quand il dit oui, dans la scène de Doom, la majorité font juste des maps, alors que là, t'as un mec, enfin, il a décidé de faire un jeu. C'est faux. C'est totalement faux. Mais c'est pas grave.
c'est pas de sa faute, c'est juste il peut pas avoir le nez dedans en permanence en fait. Tout le monde dit Feldup, mais lui prononçait Feldup. Il me semble, oui, ouais. Mais je sais pas, t'as plus l'instinct de dire Feldup, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le up à la fin. Voilà. Non, voilà, Feldup, très très bon taf qu'il a fait. Et comme quoi c'est possible de faire du bon taf sur Doom, même quand c'est pas ton sujet, tu vois. C'est possible de faire du bon taf. Et lui, il l'a fait, il l'a très bien fait. Putain, 1h30 qu'elle durait la vidéo. Oui, bon, Scrotum de Poulpe, lui, il connaît son sujet et il le connaît pas qu'un peu, quoi. Après, c'est plus Half-Life. Hein. Scrotum, très très bon youtubeur aussi. Hein. Très très bon. J'adore ses miniatures, j'adore comment il présente ses vidéos aussi. Non, ça, c'est un très très bon gars lui aussi. Bon, allez, les amis, c'est un plaisir. Et le prochain stream qu'il y aura, j'espère que ce sera sur Plutonia. Et dans 2 semaines, la prochaine vidéo arrive.